Donc, je vais maintenant vous expliquer pourquoi des variations de chaleur et des variations de température, ça influence les changements d'état. Donc, si on prend, mettons, des gaz. Donc, les gaz, si je représente ça par quelques molécules. Donc, vous savez, d'après ce qu'on a vu l'année dernière, que d'après la théorie sur les gaz sont en mouvement continuel. Ils bougent dans toutes directions et puis, euh, donc, ils bougent, ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et puis, les liquides, c'est un peu différent. Au niveau des liquides, mettons si on a H2O par exemple, on avait déjà parlé de ça l'an dernier. Donc H2O, c'est pas des liaisons qui sont vraiment fortes. Donc il y a des petites liaisons entre. Oups, j'ai dit la mauvaise place là. Donc il y a des petites liaisons entre les différentes parties. Donc il y a des liaisons. Par contre, ce pas des liaisons qui sont fortes. Et au niveau des gaz, l'attraction, les liaisons, ben, il n'y en a presque pas. Il n'y a pas de liaison entre les molécules de gaz qui sont assez fortes pour les tiendre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils bougent beaucoup. Au niveau des liquides, les molécules d'eau euh, sont fluides. Il y a des liaisons assez fortes pour les retenir proches d'une de l'autre, mais pas assez pour en forcer une structure. Fait qu'ils sont quand même fluides puis ils bougent beaucoup. Par contre, au niveau des solides, si on regarde un cube de glace, là, nos molécules d'eau sont vraiment organisées d'une façon rigide. Et puis, c'est ce qui donne la structure au solide. Donc, à ce niveau ici, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et bien, en fait, il n'y a aucun mouvement possible. Les molécules c'est tout vraiment liées ensemble de façon vraiment serrée, vraiment forte, ce qui impose une structure. Et puis, comme qu'on sait, la température, la température représente le niveau de l'énergie cinétique. Ici, la température normale est assez élevée parce que l'énergie cinétique est élevée, ça bouge beaucoup. La température au niveau des liquides, c'est plus ou moins. Fait qu'il y a quand même une certaine énergie cinétique, mais moins que les gaz. Puis au niveau des solides, l'énergie cinétique, ben, est presque inexistante. Il n'y a rien vraiment. Donc, c'est ce qui explique que normalement, les températures qu'on a besoin pour atteindre le niveau de gaz sont beaucoup plus élevées que les températures nécessaires pour les solides. C'est en fonction de l'énergie cinétique présente dans cet état-là entre les différents, qui est présente dans les molécules de cet état. Et puis, comme on sait, la température va main en main avec la chaleur, qui est l'énergie. Donc, si on veut avoir une température plus ou moins élevée, ou plus élevée, on doit fournir pas mal de chaleur. Si on va avoir une température moyenne, ben, la chaleur, il faut qu'on en fournisse plus ou moins. Et puis, au niveau des solides, ben, la chaleur est vraiment, il y a moins de chaleur qui est nécessaire parce que, en fait, il n'y a pas d'énergie cinétique, donc il n'y a pas de grande température. C'est ce qui fait que quand on passe de solide à liquide à gazeux, c'est endothermique. Parce que on va être obligé de fournir une grande quantité de chaleur pour faire varier la température, faire varier l'énergie cinétique. Puis l'énergie cinétique, c'est ce qui représente justement l'état. Les gaz ont une énergie cinétique élevée, donc ils ont besoin d'une température plus élevée qu'à l'état liquide, encore une fois, plus élevée qu'à l'état solide. Et puis si on va dans le sens inverse, c'est exothermique. La raison que c'est exothermique, ben, pour passer de gaz à liquide, ça, pour passer de gaz à liquide, si je veux qu'il y ait des liaisons qui se forment,
l'énergie cinétique doit diminuer. Il n'y a pas de liaison qui va se former entre les gaz, ils n'ont pas la chance, ils bougent trop. Il y a trop de mouvements, ils ne peuvent pas se pogner ensemble pour former de liaison. Fait qu'au niveau liquide, si je veux avoir des liaisons, donc je dois diminuer la chaleur pour diminuer la température qui est diminuer mon énergie cinétique. Donc, dans ce cas-là, je dois libérer de la chaleur pour l'atteindre. Et puis, encore une fois, pour passer au niveau solide, je dois libérer encore plus de chaleur, comme ça que ma température descend pour permettre au réseau de se former puis avoir des bonnes liaisons solides. Donc, en fait, ça explique plus ou moins, mais ça explique pas mal comment ce que la chaleur, la température, puis l'enthalpie entrent en jeu dans les changements d'état. On va maintenant voir comment appliquer ça dans nos calculs de variation d'enthalpie. Donc, si on regarde une courbe normale de changement d'état, on va appeler ceci l'étape 1. Et puis, au niveau de l'étape 1, étant donné qu'il y a une variation de température, ce qu'on va utiliser, c'est Q1 égale MC delta T. Okay? Donc, ça dépend de la masse de la substance que j'ai. Ça dépend de la chaleur massique de cette substance, ce qui va varier en différentes substances. Ça peut aussi varier indépendamment de l'état. Donc, le C d'un solide peut être différent du C d'un liquide puis du C d'un gaz. OK? Donc, faites bien attention à ça quand vous vérifiez pour les données dans vos tableaux. Ici, on va appeler ça l'étape 2, l'étape 3, 4 et puis 5 si on veut. Donc ici, dans les liquides, étape 3, Q3, encore une fois, MC delta T, étant donné qu'il y a une variation de température. Dans l'étape 5, Q5, encore une fois, MC delta T. Il y a une variation de température, donc on peut calculer la variation d'enthalpie à l'aide de notre formule de base. Par contre, à l'étape 2 et l'étape 4, l'étape qui symbolise justement le changement d'état. Il n'y a pas de variation de température. En fait, toute l'énergie fournie va envers briser les liens. Ou si on perd de l'énergie, ben c'est perdu pour que les liens se reforment. Donc, dans ces deux états-là, on a deux différentes formules. Okay? Donc, n'oubliez pas, ce point ici, c'est le point de fusion. Okay? Et ce point ici, c'est le point d'ébullition. Donc, c'est la température à laquelle la fusion aura lieu et la température à laquelle l'ébullition aura lieu. À ce point-là, il y a deux différentes formules. Q égale M, donc encore une fois la masse, parce que ça dépend justement de la masse, la variation d'enthalpie de fusion. Ça, c'est une constante. C'est connu pour tous les éléments parce que ça a déjà été déterminé. Donc, vous avez ça dans vos tableaux. Ici, ça va être Q égale M, variation d'ébullition. Souvent, c'est HV pour vaporisation, parce qu'on appelle ça vaporisation aussi. Là. Donc, si je veux avoir la variation d'enthalpie totale, je dois ajouter étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, puis étape 5 ensemble. Okay? Donc, je dois tout ajouter tout ça ensemble pour déterminer c'est quoi la variation d'enthalpie. Puis, il y a une autre chose très importante. Si on va dans le sens contraire, mettons que cette fois-ci, je veux voir une solidification ou une condensation. Mais ma variation d'enthalpie de condensation, c'est carrément l'inverse de la variation d'enthalpie de vaporisation. Dans vos tableaux, vous allez seulement trouver la variation d'enthalpie de vaporisation ou d'ébullition. Mais pour la condensation, c'est carrément l'inverse. Même quantité d'énergie est nécessaire, juste que dans ce cas-là, ça sera libéré. Et puis, la variation d'enthalpie de solidification va être égale à moins la variation d'enthalpie
de fusion. OK? Donc là, n'oubliez pas, vous aurez seulement une donnée de fournie. Là. Fait que vous devez réaliser que c'est l'inverse quand on va dans le sens inverse.